Ces états, les perles du jour. C'est une déflagration dans le milieu de l'édition. Le patron historique de la maison Grasset a été démis de ses fonctions par un certain Vincent Bolloré-Péricot. Oui, Olivier Nora, qui dirigeait cette maison de façon assez emblématique. Les deux noms étaient associés. Grasset est une grande... C'est pas une énorme maison, c'est un des prestiges du monde de l'édition française. Et Olivier Nora avait donné à cette maison le souffle qui est le sien, la notoriété. Voilà, avec des auteurs et une réputation très assise. Et là, on a pour la première fois, c'est vrai que c'est un traumatisme. Les éditorialistes des médias ce matin sont quasiment tous intervenus. C'est vrai que Vincent Bolloré, que l'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer, qui aujourd'hui a une situation assez dominante, exerce cette domination. N'oublions pas qu'il est patron d'Hachette. Hachette, ce sont les relais. Donc il a déjà un outil de promotion de ses maisons d'édition. Et là, il intervient directement pour des raisons... Est-ce que c'est l'arrivée de Boilem-Sansal trop tôt, trop tard? Est-ce que Pierre Nora a fait preuve quelquefois d'insoumission ou d'insolence ou d'irrévérence au point d'être remercié de cette façon? Ça peut être plus délicat que ça. Voilà, on s'étonne. Et nous avons à l'antenne, Éric Orsena, immense écrivain français, qui connaît le monde de l'édition tout à fait par cœur et qui connaît Pierre Nora aussi, évidemment. Olivier Nora, pardon, oui, je fais toujours allusion, Pierre Nora aussi, grande figure de l'édition française. Éric Orsena est évidemment un peu inquiet et a envie de nous donner son avis. Bonjour Éric Orsena. Bonjour Péricot les gars. Bien sûr, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que c'est pas la première fois. Vous savez, j'ai été édité pendant 30 ans dans une maison qui s'appelle Fayard, magnifique maison avec l'occurrence Sophie Closet. Eh bien, Sophie Closet a été virée et c'est en même temps la Liberté chez Fayard qui a été virée. Parce qu'on a bien vu tous les auteurs qui avaient signé après cette prise de pouvoir par Bolloré d'Hachette. Donc, c'est Philippe de Villiers, c'est Zemmour, c'est Bardella, etc. Donc, pour moi, c'est la Liberté qui est en cause dans cette affaire. Parce que Olivier, que je connais depuis toujours, qui est un très très grand éditeur, c'est-à-dire un homme généreux, c'est-à-dire qui a accueilli vraiment des tas de points de vue, des très très divers. Et puis là, brutalement, il est viré parce que il voulait rester indépendant. Et l'enjeu de cette affaire, c'est les maisons d'édition, c'est-à-dire d'accueillir les points de vue les plus divers, mais aussi les modes de promotion. Parce que depuis que j'ai écrit un petit livre, l'histoire d'un ogre, en racontant l'histoire de Bolloré, eh ben, évidemment, je ne suis plus accueilli dans tous les organes de presse du groupe Bolloré, c'est-à-dire à peu près la moitié de la presse française, et plus vendu dans la plupart des relais qui dépendent d'Hachette, donc de Bolloré. Donc c'est ça l'enjeu, la diversité. Éric Orsena, c'est ça cette affaire. Comment vous expliquez que Vincent Bolloré ait voulu à ce point intervenir, j'allais dire de façon un peu martiale, dans le dégagement, dans l'éviction d'Olivier Nora? Il est l'actionnaire principal. Là, il prouve qu'il a les manettes, que ce soit sur ses chaînes de télévision, sur ses antennes, sur ses médias. On a l'impression d'un interventionnisme direct là. Alors c'est complètement un interventionniste direct, c'est pas juste un actionnaire. Et vous savez, il a qualifié son projet de civilisationnel. Moi je dirais que c'est un projet politique, c'est un projet, et quand on voit ces auteurs, les auteurs de Fayard, c'est un projet qu'on peut qualifier d'extrême droite. Donc il a un projet politique. Donc c'est ça qu'il faut bien savoir. Et on voit tous les auteurs de Grasset qui sont dans une situation à la fois de révolte et puis d'angoisse pour la suite. Dans un climat du livre qui décline. Et quand le livre décline, c'est pas bon pour la liberté. Parce que tous les dictateurs ont toujours détesté les livres. Parce que le livre, c'est l'endroit de la liberté. Et quand dans la civilisation même du livre, on impose une ligne, eh bien, voilà, c'est la liberté qui est en péril. Donc, cette nouvelle d'hier est une très très mauvaise nouvelle pour la liberté dans notre pays. Éric Orsena, une dernière question très rapidement. Votre crainte, c'est quoi? C'est que l'empire Bolloré s'étende
s'étende et que là, on parle de Fayard, de Grasset. Vous craignez que ça s'étende, que ce soit Bolloré ou un autre d'ailleurs, aux autres maisons d'édition? Ou un autre, mais bien sûr, parce que... De gauche comme de droite, d'ailleurs. Encore, tout à fait. En gros, mais attendez, moi, je suis dans la diversité absolue. C'est ça le point. Comprenez le livre, et c'est le livre lui-même par rapport aux écrans, parce que quand vous regardez, vous savez, on regarde tous le même film, mais quand vous lisez un livre, vous faites tous votre cinéma différent. C'est ça, c'est cette affaire. Moi, c'est la liberté qui est en cause, et la liberté est inséparable de la diversité. Et là, c'est moi, je pense que c'est une des actions qui va lancer vraiment la présidentielle à venir. Cas flagrant de position dominante. Là, on est en plein dedans, Éric Orsena. Tout à fait, position dominante avec un axe très précis qui dit lui-même. Là, on peut pas reconnaître dénier le centre de la franchise à Bolloré. Bolloré, il veut sa France à lui. Sa France à lui, c'est pas celle que nous aimons, de liberté, d'égalité, de fraternité. Merci Éric Orsena pour ce témoignage. Je vous dis à tout à l'heure parce que nous nous retrouvons au Printemps de la Planète organisé par Sud Radio à Boulogne. C'est un colloque mais qui sera, on pourra l'écouter sur le site de Sud Radio, et je sais que vous viendrez parler de cette équation fondamentale. Peut-on nourrir l'humanité sans abîmer la planète? C'est aussi un de vos sujets que vous tenez à cœur. À tout à l'heure Éric Orsena, et merci. Un autre sujet, des perquisitions devaient avoir lieu au Palais de l'Élysée hier, mais les enquêteurs ont trouvé porte close, Perico. Tout à fait. Il s'agit d'une démarche d'un magistrat du pôle, de la brigade financière et anticorruption de la police judiciaire de Paris. S'est vu refuser l'accès au Palais de l'Élysée en fonction. Alors, il venait enquêter. Je dis d'abord le motif de l'enquête. Il venait enquêter sur l'affaire Shortcut Events, lorsqu'une dénonciation anonyme a signalé que cette société avait bénéficié d'un traitement de faveur pour organiser, vous savez, les cérémonies au Panthéon, auxquelles participe évidemment le président de la République. Elles sont même demandées par lui. Donc Emmanuel Macron se met en scène de façon avec beaucoup de talent, on le connaît. Et on considère qu'il y aurait dû avoir appel d'offres puisque le Panthéon est un lieu public. Et il n'y a pas eu d'appel d'offres. Shortcut Events a récolté les contrats pour 2 fois 2 millions d'euros, et donc le magistrat instructeur est allé se présenter à la porte de l'Élysée, et on lui a dit, en fonction de la Constitution de 1958, qui dit, par l'article 67, que les lieux rattachés à la présidence de la République sont inviolables par la justice. Ça veut dire, on le savait, on avait eu l'expérience avec Jacques Chirac sur les frais de bouche, avec Nicolas Sarkozy. Les magistrats ne peuvent pas rentrer, ils peuvent rentrer partout avec un mandat de perquisition quand ils sont mandatés par la loi, sauf l'Élysée, qui est un territoire spécifique et que la Constitution protège. Voilà, l'Élysée est un peu extraterritorial en matière de droit et de justice. Voilà. Je suppose que le magistrat du pôle de la brigade financière de Paris, la police judiciaire, le savait, et qu'il a quand même voulu le faire pour signaler que voilà, c'est vrai que l'affaire va être traitée. On sait que le président de la République bénéficie d'une impunité tant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Il rendra des comptes un petit peu plus tard, et on a vu que Nicolas Sarkozy peut être confronté. On n'en est pas là. C'est juste. Mais c'est vrai, il y avait déjà eu pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron une affaire avec Havas, une opération à Dallas qui avait été là aussi pas éclaircie. Donc voilà, si vous vous présentez au 55 du Faubourg Saint-Honoré, sachez que à cause de la Constitution de 58, l'article 67 ne vous autorise pas. 55, 67, 58, ce sont les codes pour ne pas rentrer à l'Élysée. Une information qui concerne les Parisiens, puisque les tapis roulants du métro Châtelet sont à l'arrêt et à la raison, ça va vous surprendre. Si avec le Châtelet, ma chère Maud, je vous raconte pas Gare Montparnasse, oui. Alors c'est bien, ça fait faire de la marche, vous voyez. Oui, c'est mais sûr, on se demande pourquoi ça tombe tout le temps en panne. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un char à bœuf, vous voyez, je pense qu'on va finir par en arriver là. La France, Perico, ce beau pays, 7e puissance économique mondiale, un nouveau porte-avions nucléaire en construction, une culture, une gastronomie que le monde entier nous envie. Ces dramaturges, Molière, Corneille, Feydeau, ces scientifiques, Pierre et Marie Curie, Fontenelle, Lavoisier, c'est long, hein. Ces inventions, l'automobile, la montgolfière, le crayon, Perico. Et avec tout ça, tout cet héritage, tout ce patrimoine, on n'arrive plus à faire fonctionner nos tapis roulants à la station Châtelet. Ces appareils sont à l'arrêt depuis le 2 octobre et la RATP a indiqué qu'ils ne seraient réactivés que fin septembre. 1 an de panne. Et vous savez pourquoi ? Parce que les pièces nécessaires à la réparation ne sont plus disponibles sur le marché. Donc il faut en refabriquer, réacheminer, recontrôler,
armée pour remplacer les pièces défaillantes. À ça, pour détruire des joyaux du patrimoine français à chaque station de métro, je parle des faïences, on s'organise. Mais alors quand il faut anticiper les pannes d'escalators et de tapis roulants, il n'y a plus personne. Alors certains internautes et certains politiques comme Éric Zemmour évoquent la tiers-mondisation de la France carrément. Jordan Bardella parle de déclassement et d'absurdistan. En tout cas, vu l'état de l'industrie française, il y a de quoi s'inquiéter. Eh ben, dites-moi. Ça fait peur quand même, en vrai. Non, mais ça fait très c'est peur. Quand même dingue, quoi. Non, mais je trouve ça aberrant. Puis alors, ça dure depuis des années, et les motifs sont, ça veut dire c'est systématique. Non, mais ça veut dire qu'il y a à la tête de ces entreprises et de ces administrations des gens profondément incompétents. Ça, c'est sûr qu'il y a un sujet. Voilà. Donc, on s'en tiendra là pour aujourd'hui. C'est vrai, vous voulez pas un petit mot vite fait sur les ZFE quand même? Les ZFE, écoutez, l'Assemblée nationale qui a voté la suppression. On joue à cache-cache. Alors, l'Assemblée nationale, le gouvernement voulait les réglementer. En fait, il voulait donner l'autorité aux collectivités locales de décider si oui ou pas il y avait des ZFE, ce qui peut être logique. Il y a peut-être des endroits où la ZFE est plus justifiable que d'autres. Les Allemands en veulent, ils n'en veulent plus. Bon, et là, finalement, le RN, l'Assemblée nationale, a torpillé totalement le projet. Elles ont été éliminées totalement de la France. Alors, je crois comprendre que, en vertu de l'article 15, on pourra peut-être les remettre. On reviendra dessus, parce qu'en plus, ça doit passer au Sénat, donc c'est pas définitif. C'était la raison de mon humeur tout à l'heure. C'est le gouvernement, le corps nul, quoi, tout simplement. Ouais, gros bazar. Là, on a les pieds dedans, et puis on est même un peu cocu, d'ailleurs. C'est pareil, si ça vous fait réagir, et ça vous fait sans doute réagir, vous êtes